Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Et maintenant, nous interrompons ce programme pour une communication exceptionnelle. Françaises, Français, devant l'état de décomposition dans lequel se trouve notre cher et vieux pays, devant l'absence de candidats ou l'empêchement de certains de pouvoir se présenter, devant la reculade économique, sociale, la précarité, devant le fait que la France ne tient plus son rang, qui devrait être le premier en Europe et même dans le monde, j'ai décidé, suite aux différents appels que j'ai reçus, de me présenter à la présidence de la République pour 2027. Je sais que je peux compter sur vous. Merci. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Que se passe-t-il quand la candidate en tête pour les élections en tête dans les sondages, bien sûr, pour les élections présidentielles de 2027, se voit pratiquement refuser tout accès à la dite compétition d'ici 2 ans? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces 4 jours mes choix. C'est, j'en suis convaincu, la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogori. Mais par malheur, si le gorille, au jeu de l'amour, vaut son prix, on sait qu'en revanche, il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Et voilà la chanson culte, vous la connaissez tous, le Garogori de Georges Brassens, où un juge finissait effectivement dans un état un peu décomposé face à un gorille. Alors, il ne s'agit pas de cela, et nous n'allons pas évidemment mettre tous les juges dans le même sac, ce qui serait totalement ridicule et faux. Mais quand même, on peut se demander, eu égard à ce qui s'est passé, on ne parle que de cela depuis hier, et pour cause, et légitimement, face à la condamnation de Marine Le Pen à une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire tout de suite, et une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électrique. Donc elle n'ira pas en prison, mais le bracelet sera là. Et alors, pourquoi parle-t-on de cela? Parce que quand même, le syndicat de la magistrature, qui rassemble 1/3 à peu près des juges de la République, avait fait un communiqué de presse à la suite des élections européennes du 9 juin 2024. Donc, vous voyez, il y a 8 mois, un peu plus de 8 mois. Et disait ceci, je ne vais pas lire tout le communiqué, je rappelle 11 juin 2024. Le syndicat de la magistrature dit ceci. Comme attendu, les partis d'extrême droite ont recueilli près de 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. À la suite de ce résultat, le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. On sait ce qui s'est passé ensuite. Mais voici les 2 derniers paragraphes. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Le syndicat de la magistrature prendra part au mouvement collectif d'union et de résistance et participera aux manifestations organisées dans les jours qui viennent partout en France. Alors, on peut se poser quand même quelques questions. Je pensais que la justice avec le bandeau était justement aveugle à toute préférence d'étiquette, de communauté, de parti, etc. Alors on peut se poser ces questions, et puis on peut se poser beaucoup de questions, parce que effectivement,
Bon, on peut discuter, et on va en discuter avec notre ami l'avocat Pierre Gentillet, mais je voudrais rappeler le côté politique de tout cela. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant en ce moment. Les élections, on se demande si les élections, eh bien, elles ne vont pas être, en tout cas dans notre chère et douce Europe, à sens unique. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, en Roumanie, vous savez ce qui s'est passé, le Călin Georgescu s'est présenté, était en tête, ils ont annulé l'élection, renouvelle l'élection, eh bien, le candidat qui était à 40% des voix a été interdit de se présenter en Roumanie. En Allemagne, il risque d'avoir de nouvelles élections, et puis ça va être la même chose, l'AfD va être plus ou moins interdit. Et aujourd'hui, en Irlande, le Conor McGregor se présente en tant que parti nationaliste, eh bien, le conseil irlandais se dit, est-ce qu'on va pas interdire McGregor? En France, c'est le principal parti d'opposition, et il ne va pas pouvoir, en principe, se présenter. Alors, ça a fait des réactions un peu partout, il faut le dire, des réactions très, 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 très diverses. Alors, vous allez me dire, on va écouter, et justement, on en parlera ensuite avec Pierre Gentillet. Écoutez d'abord la réaction de Noël Lenoir, ancienne du Conseil d'État. Écoutez Noël Lenoir. Je trouve que cette décision n'est pas fondée en droit. Pas fondée en droit? Non, elle n'est pas fondée en droit. Sur l'exécution provisoire. Et il m'apparaît que, en fait, tout le monde a faux dans cette histoire. Tout le monde a faux. Et évidemment, en premier lieu, les juges. Alors, compte tenu de la génération à laquelle j'appartiens, j'ai en mémoire la phrase de Mitterrand, qu'on prête à Mitterrand au dernier Conseil des ministres. Les juges ont tué la monarchie, ils vont tuer la République. Je pense qu'on est un peu à ce moment-là. Eh bien, ensuite, alors tout à fait autre son de cloche, François Hollande, l'ancien président de la République, effectivement, qui disait sur BFM, écoutez ce qu'il disait. En démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. La justice, tribunal correctionnel, s'est exprimé en droit, il n'a pas fait de morale, il s'est exprimé en droit, et il s'est exprimé en toute indépendance. Il a jugé avec une condamnation qui est lourde, mais pour des faits qui sont graves, puisqu'il y a eu, la démonstration a été faite par le tribunal, un détournement de fonds publics pendant des années, de 2004 à 2016. Donc la seule réaction que nous pouvons avoir, et que moi je me dois d'avoir comme ancien président de la République, c'est de respecter l'indépendance de la justice. Il n'est pas acceptable qu'on s'en prenne à des juges. Indépendance de la justice, les rapports entre justice et politique. Qui a le premier? Qui doit avoir? Est-ce que c'est le peuple? Parce qu'en principe, démocratie, c'est par le peuple, pour le peuple, l'intention du peuple. Alors, est-ce que le peuple a droit de parler, ou, étant donné qu'il y a eu une décision de justice sur laquelle on ait pu avoir toutes les amendes du monde, est-ce que la personne qui, effectivement, a tort, a raison, ce n'est pas une déclaration ni d'intention, ni d'amour, ni de haine envers tel ou tel candidat ou candidate, est-ce que cette personne n'a plus le droit de se présenter parce qu'il y a eu malversation? Alors, ou pas, d'ailleurs, on va en parler. Et voilà, ça, c'était la réaction de François Hollande. Et puis, écoutez, tout à fait partout, ça a réagi. Viktor Orban, qui carrément, le Premier ministre de Hongrie, a dit « Je suis Marine », comme on disait « Je suis Charlie ». Matteo Salvini aussi, vice-premier ministre italien. Ceux qui craignent le jugement des électeurs trouvent souvent du réconfort dans le jugement des tribunaux, dit Matteo Salvini. Jean-Luc Mélenchon, eh bien, écoutez, qui n'est pas un lepéniste fervent, a dit l'adhésion de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à cela que servirait le référendum révocatoire dans une sixième république qu'il appelle de ses vœux. Et puis Elon Musk, sur son réseau social X, dit ceci. Lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par la vote démocratique, elle abuse du système juridique pour emprisonner ses opposants. Vous voyez, ça va loin. Et Trump aussi. Écoutez ce que disait hier Donald Trump. That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it, and a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for 5 years, and she's the leading candidate. That sounds like this country.
That sounds very much like this country. C'est un peu rude pour nous, ce qu'il dit Trump. Il dit, oui, la principale candidate, celle qui avait le plus de chances de gagner au présidentiel, est interdite de se présenter pendant 5 ans. Eh ben, il ajoute, ça ressemble beaucoup à la France d'aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup à la France. Oui, c'est un peu rude. Enfin, voilà, c'est Trump, qui n'est pas. Et puis Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Alors lui, carrément, Dimitri Medvedev, il évoque dans une publication sur Twitter, sur X, le 31 mars 1814. 31 mars 1814, c'est quoi? C'est la date de l'entrée des Cosaques russes dans Paris, et il suggère qu'une intervention extérieure pourrait être nécessaire pour restaurer la liberté. Dis donc, il donne du grain à moudre à ceux qui disent oui, les Russes veulent envahir la France, l'Europe, etc. Et on pourrait aller, et juste, je finis avec ça, Pierre Gentillet, Marine Tondelier, vous savez, la porte-parole de Europe Écologie Les Verts, elle dit carrément, c'est normal quand on est juge de ne pas être d'accord avec le Rassemblement National, car c'est un parti qui menace les institutions, c'est un réflexe de survie démocratique de ne pas vouloir que le Rassemblement National arrive au pouvoir. Voilà. Alors elle, c'est carrément, alors que c'est pas un parti interdit, elle dit voilà, les juges ont raison, tout ce qui est RN, c'est le diable. Alors Pierre Gentillet, avec toute cette avalanche de tout ce que nous avons entendu depuis la décision du tribunal, aujourd'hui, inéligible ou pas inéligible, quels sont, d'abord, ce que vous pensez, vous, de ce jugement, et quels sont les recours possibles? Est-ce que vous me permettez juste de réagir au propos de Marine Tondelier que vous avez lu? C'est intéressant le raisonnement, parce que le raisonnement de Marine Tondelier, si on peut lui répondre, c'est de dire qu'au fond, à partir du moment où elle considère de sa propre appréciation subjective, mais qu'elle avance comme une évidence que le Rassemblement National menacerait la démocratie, alors il est tout à fait normal que les juges fassent de la politique. Il est tout à fait normal donc que les juges l'interdisent. Ça s'appelle changer en cours les règles du jeu démocratique. Attention, parce qu'avec ce genre de raisonnement, qu'est-ce qui se passe si demain un parti politique dit que c'est la gauche qui menace, et la gauche radicale qui menace les règles du jeu démocratique, et donc à ce moment-là, il faut l'interdire, et donc à ce moment-là, les juges doivent faire de la politique. Madame Tondelier, il faudrait peut-être faire attention, parce qu'un jour, la tapette risque de se retourner sur vous. Oui. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, Madame Tondelier. Maintenant, ma réaction est sur votre question plus généralement. Je pense que, comme tout le monde, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que l'élément qui nous a le plus surpris, nous, juristes, je peux le dire, avocats et même professeurs de droit, c'est l'exécution provisoire. L'exécution provisoire est aussi, bien évidemment, la durée qui a été celle de 5 ans, c'est-à-dire le souhait, les réquisitions exactes du procureur de la République. Ouais. On aurait pu tout à fait imaginer 2 ans, 1 an, je ne le souhaite pas, mais bien évidemment, pourquoi 5 ans? C'était au gré de la présidente, ça. C'est effectivement, on peut moduler une peine d'inéligibilité de 1 an à 10 ans. D'accord. Voilà. Donc là, c'est 5 ans qui a été choisi, 5 ans, évidemment, ça empêche Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. Mais sur l'exécution provisoire, c'est là où c'est plus surprenant. Et il y a certains éléments d'ailleurs qui n'ont pas été bien... qui sont passés un petit peu en dessous des radars. Souvenez-vous, on a beaucoup parlé de l'automaticité de la peine. Oui. C'est-à-dire, pendant tout le procès, on nous a dit, il y a la loi Sapin 2 qui s'applique. La loi Sapin 2, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'elle prévoyait en 2015? Qu'à partir du moment où une peine d'inéligibilité est prononcée, elle doit automatiquement être exécutée. En principe, quand on fait appel, le temps de l'appel, il y a suspension. Avec la loi Sapin 2, ce n'était plus possible. Et donc, ce qui a été dit... Appel ou pas appel, elle doit être exécutée. Elle doit être exécutée. D'accord. Et la loi Sapin 2, c'était au temps de Hollande? C'était au temps de Hollande, absolument, en 2015. Et de Taubira, ministère de la Justice? Absolument. D'accord. Alors, je ne sais plus exactement si elle y était encore, mais en tout cas, Hollande était président. Hollande était président, c'est sûr. Mais à partir de 2015, avant 2015, le juge avait le choix de mettre une exécution provisoire ou non. Après 2015, il n'a plus le choix. Et c'était un peu... c'est pour ça ce qui faisait débat, c'est est-ce que le juge allait mettre l'exécution provisoire. Eh bien, de manière assez surprenante, ce qui a été assez peu relevé d'ailleurs par vos confrères, c'est que le juge a écarté la loi Sapin 2. Ce qui au départ semble plutôt une bonne nouvelle, en disant les faits qui ont été commis l'ont été avant la loi Sapin 2. Donc, la loi qui prévoit que le juge doit obligatoirement appliquer
l'exécution provisoire ne s'applique pas ici. Ça veut donc dire qu'on est dans un cas... les faits précèdent la loi. Exactement. Donc ça signifie que c'est l'état du droit antérieur qui s'applique. Et dans l'état du droit antérieur, c'est pas compliqué. Après la loi Sapin 2, le principe c'est l'exécution provisoire. Avant, je vais pas dire que c'est l'exception, mais presque, en tout cas, le juge n'est plus tenu automatiquement de l'appliquer. Pour qu'il l'applique, et c'est ce qui s'est passé, vous pouvez le faire, et il l'a fait. Oui. Pour qu'il le fasse, il faut qu'il démontre, entre autres, qu'il y a un risque de récidive de la part de la personne reconnue Marine Le coupable. Pen, en l'occurrence, oui. Et quel a été le raisonnement ici? Parce qu'il fallait, du coup, là, le juge devait faire un exercice de motivation. Et il devait démontrer qu'il y avait un risque de récidive. Et c'est là où on tombe de sa chaise. Le magistrat qui s'est exprimé hier, la présidente, a considéré qu'il y avait risque de récidive dans la mesure où Marine Le Pen, je cite, par son système de défense, l'expression est folle, démontrait qu'elle ne reconnaissait pas la véracité des faits. Ça veut donc dire qu'ici, parce que Marine Le Pen conteste les faits qui lui sont reprochés, d'emblée, le juge préjuge la mauvaise foi et donc le risque de récidive. C'est fou comme raisonnement. Parce que cela reviendrait à dire que, en fait, le juge préjuge Marine Le Pen de mauvaise foi et il y a la vérité selon le juge. Je rappelle qu'il y a quand même aussi un appel qui est possible. Et dans la mesure où Marine Le Pen contestait, alors, automatiquement, vous m'entendez, automatiquement, il y avait un risque caractérisé de récidive. Et c'est la raison, c'est sur ce motif-là que le juge a fondé l'exécution provisoire. Et c'est cela ce qui est fou. Parce que si on raisonne 30 secondes sur un plan matériel, c'est quoi un risque de récidive? Ça veut dire que vous et moi, si on est condamnés demain, on met l'exécution provisoire parce qu'on est en situation de reproduire le même fait délictuel. Marine Le Pen est-elle, je termine, c'est important. Marine Le Pen est-elle en capacité de reproduire le même fait délictuel? Non, elle n'a plus de mandat au Parlement européen. Donc factuellement, c'est faux. Deuxième élément, j'ajoute que justement, l'argument qui est utilisé par le juge, c'est Marine Le Pen n'a pas conscience, Marine Le Pen nie, etc. Mais justement, Marine Le Pen n'avait pas conscience, et d'ailleurs pas seulement elle, tout un système politique, n'avait pas conscience qu'à l'époque, ce qui était fait pouvait tomber sous le coup de la loi. Vous voyez? Donc on enlève à Marine Le Pen tout bénéfice de la bonne foi. Et ça, c'est gravissime. Alors justement, non mais c'est la question que je voulais vous poser justement. C'est-à-dire, on présuppose. Je voulais vous dire aussi que si vous voulez réagir avec Pierre Gentillet, 0826 300 300, n'hésitez pas à nous appeler par rapport à ça. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir le faire. Mais Pierre Gentillet, ça veut dire donc, c'est-à-dire, elle supposait que Marine Le Pen, en fait, la récidive, c'est que Marine Le Pen, et c'est la question, je voudrais au contraire insister là-dessus, ça veut dire que Marine Le Pen pouvait récidiver avec des emplois fictifs européens. Or, elle n'est plus députée européenne, elle n'est même plus présidente du... Vous avez compris. Voilà. En fait, le juge fait une distinction entre l'intentionnalité et la matérialité. C'est subtil, vous allez comprendre. C'est du droit, mais vous allez comprendre. Le raisonnement du juge, c'est de dire, comme Marine Le Pen n'a pas eu ne reconnaît pas la culpabilité, alors ça veut dire qu'elle peut reproduire le même fait. Donc on juge sur l'intentionnalité. C'est ça, d'accord. Mais sur un plan matériel maintenant, Marine Le Pen est-elle en capacité de récidiver? Est-elle députée européenne? Non. A-t-elle l'intention annoncée de briguer un mandat européen? Non. Par conséquent, la récidive n'est pas caractérisée. Le risque, c'est même encore plus que ça, le risque de récidive n'est pas caractérisé. C'est ça qui est fou. Donc c'est un jugement politique. Alors, oui, et d'autant plus que le juge l'a reconnu à demi-mot. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. On va en parler tout de suite après cette petite pause, Pierre Gentillet. Et puis on va parler des recours. Quelle est la marge de manœuvre? Quand on voit en France, par exemple, les gens qui se disent de gauche. La gauche, c'est une salle d'attente pour le fascisme. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Vous avez un premier auditeur, André, Franck, qui appelle de Paris. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour, et bonjour à Pierre Gentillet. Bonjour. On vous écoute, Franck. Bon.
Voilà, déjà, je voulais féliciter mon excellent jeune confrère, Pierre Gentillet, comme quoi, Corneille avait raison. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ce qu'il a dit est excellent sur la critique du jugement. Ouais. Et vous avez quelque chose à ajouter, je suis sûr. J'ai une question à te poser. Non, parce que c'est frappé au coin du bon sens, c'est bien vu. Et c'est exactement ça, si vous voulez. Et rien que cet argument suffit à démonter tout ce qui peut être dit au sujet de ce jugement pour le valider. Bon, maintenant, j'ai une question juste à lui poser, parce que moi, ce qui me choque, en fait, même si je sais qu'en droit positif, ça a été validé, mais le principe même qu'un magistrat puisse se prononcer sur l'inéligibilité, même si c'est dans la loi. Normalement, pour moi, c'est une infraction au principe de la séparation des pouvoirs. Parce que finalement, un juge, il fait quoi? Il juge en fonction de ses convictions. Enfin, il interprète la loi. Il est censé l'appliquer, mais c'est un humain. Je pense, à mon avis, le juge ne devrait pas pouvoir, en tout cas, sanctionner l'inéligibilité. Voilà, c'est au peuple qui est souverain de choisir. Tout à fait. Merci Franck, c'est exactement la question qu'on allait poser, effectivement, dont on allait discuter, et politique et pas. Ce que dit Franck, c'est vrai, c'est aussi frappé au coin du bon sens. C'est que il y a un problème là, on en a parlé, hein. Quel cas se présente, sondage ou pas sondage, il est en grande majorité dans les sondages, mais voilà, on dit mais on va l'empêcher. Qu'en est-il? Alors, ce qui est dit par mon confrère est très juste, mais il faut ajouter un point, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de l'exécution provisoire, on parle du principe d'une peine d'inéligibilité. Ouais. Et bien évidemment, le principe d'une peine d'inéligibilité, c'est qu'elle confisque, et on le voit aujourd'hui, une partie du choix démocratique aux électeurs, c'est-à-dire, utilisons un terme, au peuple français. Or, le droit est un instrument de souveraineté du peuple français. On lui retire donc. Mais comment lui a-t-on retiré? Et c'est là où la faute n'est pas simplement du côté des juges. Elle est aussi du côté du Parlement. Car c'est une loi. La loi Sapin 2 sur l'exécution provisoire. Ce sont les politiques qui ont donné aux juges ces pouvoirs. C'est ça. En fait, il faut aussi voir le problème, malheureusement, à la racine. Non, mais bien sûr. Il y a des cas dans lesquels les juges se sont arrogés excessivement, bien sûr, du pouvoir. Mais je pense que ce pouvoir n'est aussi important que dans la mesure où les politiques lui ont consenti, soit par lâcheté, soit par incompétence, et notamment par de très mauvaises rédactions de loi qui permettent un flou d'interprétation. Mais il est certain, pour revenir sur ce que disait mon confrère, c'est qu'il y a là une atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est quoi la séparation des pouvoirs? D'accord, c'est Montesquieu, version anglaise c'est Locke, c'est le dire, on sépare l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et les trois ne peuvent pas empiéter sur leurs compétences respectives. Aussi, quand on donne aux juges la capacité d'empêcher une élection, et donc ici, nécessairement, d'adopter une appréciation politique, je vais y revenir juste après, alors la séparation des pouvoirs, elle est rompue dans la mesure où le juge se fait politique. Ah, bien sûr. Le juge se fait politique. C'est le cas. Donc on pourrait même penser que cette loi, elle est contraire à la Constitution. Et on aurait pu espérer, mais moi je n'espère plus, évidemment, que le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une décision, je ne sais pas si sur ce cas précis il s'est prononcé, que le principe de la peine d'éligibilité soit considéré comme contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En tout cas, ce serait une chose intéressante. La séparation des pouvoirs doit être respectée. Qui doit trancher effectivement sur l'élection? C'est d'abord le peuple et pas la justice. Une question. Alors c'est une grande question philosophique. Bien sûr. Et c'est une question politique. Vous savez, le jugement qui a été rendu hier, il est prononcé au nom, c'est au frontispice de tous les jugements, au nom du peuple français. Tout à fait. Rendez-vous donc bien compte que au nom du peuple français, nous privons, nous juges, le peuple français de son outil de souveraineté le plus essentiel, c'est-à-dire, sous la Ve République, celui de choisir le dirigeant de son État. Et nous sommes en régime présidentiel et on sait ce que ça veut dire. Et on sait l'importance du régime présidentiel. Tout à fait. Je crois, avant de parler juste des recours... Vous avez un deuxième appel de Dominique qui appelle de Rochefort. Bonjour Dominique. Oui, bonjour André, bonjour Pierre Gentillet. Bonjour. Oui, suite au sujet là. On regardait avec ma femme, a essayé de se connecter pour la pétition, vous savez, qui a été lancée par Jordan Bardella au sujet de cette chose-là.
Et on s'aperçoit que tous les canaux numériques pour y accéder ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que ils sont barrés. Alors, est-ce qu'il y a une réaction en règle, une attaque en règle du RN pour priver le RN de tout moyen de communication et de pouvoir agir? Je ne sais pas. C'est une question. Ouais, alors écoutez Dominique, on va se renseigner là-dessus. Là évidemment on peut pas vous répondre, on l'apprend. On va se renseigner là-dessus. En tout cas, merci de votre intervention, mais on va le savoir assez vite et on en parlera. Pierre Gentillet, rapidement, quels sont les recours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore marge de manœuvre ou c'est fini pour Marine Le Pen? Soyons clairs. Non, il y a encore bien évidemment des recours. Alors, le recours le plus important, c'est le recours en appel, parce que même si l'exécution provisoire est là, ça signifie que si demain, il y a une dissolution ou une élection présidentielle anticipée, Marine Le Pen ne peut concourir au scrutin. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est ça, on est bien d'accord. Pour un scrutin présidentiel comme pour un scrutin législatif. Donc, néanmoins, une décision en appel peut intervenir avant l'élection présidentielle. En moyenne, un délai d'appel est compris entre 18 mois et 2 ans. Ce qui nous amène dans une fenêtre de tir comprise entre novembre 2026 et févrière-mars 2027 pour une élection présidentielle qui a lieu en avril-mai 2027. Juste qui décide de l'appel? C'est le calendrier. Alors, qui décide de l'appel? C'est là, en l'occurrence, l'appel, il a été lancé. Non, qui décide du calendrier? Du calendrier de l'appel, c'est ça. Alors là, on entre dans les rouages très obscurs et très internes. Ce qui décide le calendrier, voyez-vous, c'est le niveau d'obstruction, d'embouteillage judiciaire. Qui décide? Ce sont les juges, c'est en fonction du nombre de jugements qui sont déjà en attente d'instruction auprès de la cour d'appel, puisque maintenant la balle est dans la cour d'appel. On peut l'accélérer si on veut ou pas? En principe, non. On ne peut pas l'accélérer. En principe, on ne peut pas l'accélérer au nom du principe constitutionnel d'ailleurs, d'égalité de traitement. Bien sûr. Et effectivement, ce principe fait que normalement, Marine Le Pen doit être, c'est ce qu'on espère depuis tout à l'heure, être jugée comme les autres seulement. Dans son jugement, la magistrate, la présidente hier, a dit qu'elle savait bien que la décision qu'elle allait rendre, je la cite, allait avoir un impact politique. Elle a donc conscience de la portée politique de son jugement. On peut donc penser très logiquement aussi que maintenant que le calendrier a un impact politique sur ce jugement, les juges ont conscience de cela. Est-ce que cette conscience va précipiter, accélérer? Je n'ose même pas imaginer retarder. Je ne peux pas vous dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de chances, même des chances assez probables, pour que le jugement en appel de Marine Le Pen tombe avant l'élection présidentielle, et ce faisant, les cartes peuvent totalement être rebattues. J'ajoute une chose. Vous savez, le jugement est tombé hier, mais en réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Imaginez que Marine Le Pen ait été innocentée. La réaction du parquet aurait été de faire appel. Et donc, dans tous les cas, nous aurions eu une solution bien sûr. Identique, enfin, en tout cas une solution identique, un même cas de figure. Le vrai moyen, la porte étroite, comme disait André Gide, la porte étroite, c'est l'échéance de l'appel. Il y en a 2 autres. Alors allez-y, rapidement. C'est un peu plus compliqué, mais je vais être rapide. Alors là, on entre dans du droit procédurier très technique. Mais il existerait une procédure, qui est une procédure prévue à l'article 702-1 du Code de procédure pénale, qui permet, pour le cas de l'exécution provisoire, pour le cas de la peine, d'abaisser, voire même de supprimer le montant de la peine d'inéligibilité. Seulement, ce recours, il ne peut être mis en œuvre que si Marine Le Pen a exécuté le tiers de sa peine d'inéligibilité. Ça veut dire qu'elle ne pourra actionner ce recours que dans 18 mois. Vous voyez ? Donc là, il y a ce premier recours. Deuxième élément, et je termine par ça, c'est promis. À l'occasion de l'appel, il est tout à fait possible pour Marine Le Pen d'interroger le Conseil constitutionnel, puisque, vraiment, c'est un point important. Vous avez vu, Louis Alliot a échappé à l'exécution provisoire. Tout à fait. Comme Julien Audoul. Non, je crois que Julien Audoul je ne crois pas. Ah si, il me semble que Julien Audoul reste parlementaire, comme Marine Le Pen reste parlementaire. C'est ça. Parce que l'exécution provisoire ne change rien parce que c'est un mandat représentatif. Mais Louis Alliot y a échappé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il a échappé à cette exécution provisoire. Le juge a avancé une formulation bien étrange, ou plutôt étrange, en tout cas qui résonne.
indiquant que ici, on n'appliquait pas l'exécution provisoire pour Louis Alliot parce que cela portait atteinte à la liberté de l'électeur. Il reprend mot pour mot l'expression dégagée par le Conseil constitutionnel vendredi dernier, souvenez-vous, pour cette affaire d'élu municipal à Mayotte. Et on a dit ça ne profite pas à Marine Le Pen. Ouais. Et c'est vrai, parce qu'en réalité, l'affaire concerne le domaine municipal. Ben oui, municipal. Donc si une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'occasion de ce jugement qui interviendra en appel, cette fois-ci non pas sur un mandat municipal, mais sur un mandat présidentiel, alors le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer et à élargir très logiquement, comme il l'a fait, sa jurisprudence dans la même lignée. Là, je base uniquement sur la logique. Je suis prédictif. Hein, je ne sais pas si c'est ce qui va arriver, mais il y a une certaine logique à ce qu'ils disent la même chose pour le mandat présidentiel que ce qu'il a dit pour le mandat municipal. Et après, là, la Cour d'appel sera tenue de voir vraiment si cela porte atteinte, de poser la question si empêcher Marine Le Pen de concourir à l'élection présidentielle quelques mois plus tard porte atteinte à la liberté constitutionnelle de l'électeur. Ben oui, ça me paraît quand même quelque chose d'assez, que ce soit pour Marine Le Pen, s'agissant de Marine Le Pen, qui d'autre, vous posez très bien la question et il y a eu confusion de la justice et de la politique en des termes à vous de juger, mais ça paraît assez flagrant. Merci Pierre Gentillet. Merci à vous. Sud Radio. Investissement. Limite et conditions de l'offre en agence et sur matmut.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pendant qu'en France on annule des candidats, en Amérique, en Russie, en Ukraine, on se regarde, on s'envoie des vannes. Et s'il n'y avait pas, hélas, des centaines de milliers de morts, on serait tenté vraiment de se demander ce qui se passe entre Trump, Zelensky et Poutine. On en parle tout de suite. Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. Eh oui, Elvis Presley. Et si tu cherches la bagarre, et en ce moment, ils sont nombreux à chercher la bagarre, apparemment. Stéphane Bureau, bonjour. Bonjour André Berkov. Vous êtes journaliste et on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes journaliste québécois, vous êtes en France, vous travaillez aussi notamment pour le Québec et pour BFM TV, où vous êtes spécialiste des questions américaines, et puis vous êtes animateur de votre excellent podcast Contact. Alors, on entend, aujourd'hui, on n'arrête plus d'entendre Trump, du matin au soir, du soir au matin. Il parle beaucoup, peut-être un peu trop, enfin bon. Mais en tout cas, il n'arrête pas. Et alors, moi, ce qui m'a frappé, et on en a parlé ensemble hors antenne, Stéphane, c'est qu'il dit, oui, ça va pas, je suis pas content avec Poutine, il répond pas, qu'est-ce qu'il fait? Et puis Zelensky, mais on lui a dit qu'il fallait absolument que, pour les terres rares, il nous donne son accord. Je vais reprendre d'ailleurs les termes de Trump, juste très rapidement. D'abord, il dit, oui, j'étais très énervé, furieux contre Vladimir Poutine après ses derniers propos sur l'Ukraine, dit-il à un journaliste de NBC. Voilà. Carrément, il dit ça aux journalistes. Et puis, l'Ukrainien. Zelensky, je vois qu'il essaie de se retirer de l'accord sur les terres rares, et s'il le fait, il aura des problèmes, de gros problèmes. On a conclu un accord sur les terres rares, et maintenant, il dit, je veux renégocier l'accord. Il veut devenir membre de l'OTAN. Qu'il le chasse Zelensky, il sera jamais membre de l'OTAN, il le comprend. Donc, il cherche à renégocier l'accord. Alors, est-ce que c'est le Art of the Deal version 2.0 ou quoi? Ou peut-être 3.0. Peut-être 3.0. Mais il y a de surprises pour ceux qui n'ont pas suivi avec attention Donald Trump au fil des dernières années. Je pense qu'il y avait cette tentation de voir en Trump la marionnette du Kremlin, totalement inféodée. C'était le nouvel axe on l'a écrit en France, beaucoup l'ont écrit. Oui. L'agent du Kremlin, pratiquement. Le nouvel axe des bros, les brothers, Poutine et Trump. Or, il était inévitable qu'éventuellement, ils perdent patience. Donald Trump, il s'est soufflé le chaud et le froid. C'est probablement ce qu'il est en train de faire. Envoyer aussi un message très clair à ses électeurs. Il n'est pas en tout parfaitement aligné sur les éléments de langage du Kremlin. Je ne pense que de toute façon, ce n'est pas le cas. Il veut s'entendre. Il veut s'entendre avec les Russes. Franchement, Stéphane Bureau, Trump, agent de Moscou du Kremlin, c'est une légende urbaine.
Je n'y crois pas. Alors peut-être qu'on nous fera la preuve un jour, mais à ce jour, justement, plusieurs ont enquêté là-dessus et je ne pense pas qu'il soit un agent du Kremlin. C'est plutôt un agent libre ou un électron libre. Et vous parliez de Zelensky, qui lui aussi est un peu à géométrie variable selon qu'il sent être dans un rapport de force positif ou négatif avec la Maison-Blanche. La semaine dernière, il disait de ceux qui sont en orbite autour du président qu'il reprenait assez librement justement les éléments de langage du Kremlin. Et c'est surprenant pour quelqu'un qui avait compris qu'il fallait manipuler comme de la nitroglycérine la communication avec le président. Là, soudainement, peut-être parce que les Européens ont fait la démonstration qu'on s'était solidarisé autour de lui, qu'il est plus confiant, qu'il pense peut-être qu'il est possible d'aller à la guerre sans l'appui des Américains, parce que c'est un des enjeux que les Américains décident de fermer le robinet comme ils l'ont fait pendant quelques jours. Chose certaine, il semble, lui, revigorer et avoir l'intime conviction qu'il est capable, parce que c'est doucement provocateur, qu'il est capable d'aller chatouiller les susceptibilités de Donald Trump en disant certains autour de lui seraient, encore une fois, inféodés au discours de Moscou. Oui, mais alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que pour le moment, donc, est-ce qu'on n'a aucune idée de la date de rencontre entre Trump et Poutine, et on ne le sait toujours pas. En attendant, la guerre continue, son cortège de morts, son cortège de blessés, enfin tout ce qui se passe. Alors, pour les uns, c'est très très bien parce que ils gagnent de l'argent, ils font soit de la rétrocession, soit du blanchiment, et puis le marché des armes est plus vigoureux que jamais. Donc, oui, que la guerre est jolie et que la guerre continue. Et puis d'autres qui disent, mais ça va comme ça. Et l'Europe, au milieu, on sait très bien, justement, on ne sait pas où elle est, parce que d'un côté, vous avez une partie de l'Europe qui dit, nous allons aider coûte que coûte les Ukrainiens et continuer à les aider, et d'autres, comme Orban ou Meloni, qui dit, attention, on se calme. Plus circonspect quant au marché des armes, il se porte bien, se portera très bien pour les prochaines années. Si on doit se fier à ce qu'on a dégagé comme marge, que plusieurs pays d'ailleurs n'ont peut-être pas, sinon que c'est vrai que c'est un enjeu, que la souveraineté, la sécurité des États européens. Et de ce point de vue-là, les Américains, eux ont commencé à se poser la question inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'en faire moins, parce qu'une partie aussi de notre souveraineté, c'est notre déficit, c'est nos finances publiques qui sont calamiteuses, et c'était au cœur de la proposition de Donald Trump quand il parlait de la guerre en Ukraine. Il disait ce n'est pas notre conflit, on y a beaucoup investi. D'ailleurs, arrêtons les frais. Arrêtons les frais, même si les frais que lui annonce ne sont pas nécessairement ceux qui sont avérés. Il parlait de 300 milliards, c'est plutôt 180, mais ça reste que c'est beaucoup d'argent. Sur le conflit en Ukraine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une idée des lignes de fracture au sein de l'équipe de Trump la semaine dernière à la faveur de ce qu'on a appelé le Signal Gate. Vous avez sans doute été attentif à ces échanges sur la messagerie encryptée, Signal, qu'ont utilisé des hauts membres de son équipe pour communiquer et coordonner une attaque sur les Houthis. Alors, ils étaient très candides puisqu'ils pensaient être entre eux. Ce qui est inexplicable, c'est que Mike Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale du président, a invité dans le groupe de discussion un journaliste qui est historiquement anti-Trump, Jeffrey Goldberg, et qui est... Alors, je sais pas si gaffe, c'est une vraie gaffe, oui. Mais c'est plus qu'une gaffe, parce que c'est peut-être un acte manqué. Ça signifie une chose, c'est qu'il y avait entre Goldberg et Mike Waltz un axe de communication. On ne programme pas par hasard le numéro de téléphone de quelqu'un dont on n'aurait pas le numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce qui se disait dans ce Signal Gate? Ce qu'on découvre d'abord, c'est que Mike Waltz est peut-être beaucoup plus va-t-en-guerre que le président Trump le présume. Sur la question ukrainienne, Waltz a toujours été celui qui disait « Nous devons coûte que coûte être aux côtés des Ukrainiens », alors que Vance, lui, est beaucoup plus, je dirais, détendu et prêt à abandonner, même s'il le fallait, l'Ukraine. Et ce qu'on découvre dans le fil, c'est que tous les conseillers du président sur les attaques contre les Houthis étaient très favorables à une opération musclée. Or, sur les Houthis du Yémen, je le rappelle. Les Houthis du Yémen. Et le président Trump s'est défini pendant la campagne électorale et depuis quelques années comme étant justement quelqu'un qui n'est pas un va-t-en-guerre, quelqu'un qui ne veut déclencher aucune guerre. Or là, il y avait, quand on les lit,
une énergie belliqueuse qu'on soupçonne mal pour un président ou pour des conseillers du président. Sauf qu'il est pour cause, puisque les Houthis et le Yémen commandent le détroit d'Ormuz. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une personne qui a une opinion radicalement différente, et c'est J.D. Vance, le vice-président, qui dit « Est-ce que nos intérêts supérieurs sont engagés? Notre commerce passe pour à peu près, ou ce qu'on importe, pour à peu près 3% de nos importations par le détroit d'Ormuz. Les Européens, c'est plutôt 40%. Donc, divergence. Donc, il dit surtout, les Européens ont intérêt à s'occuper de leurs propres intérêts, nous des nôtres. Mais qu'est-ce que ça nous dit en creux? C'est qu'il y a peut-être quelque chose comme un schisme au sein de cette administration entre ceux qui sont parfaitement accordés avec la parole et les promesses du président pendant la campagne, et ceux qui, depuis qu'ils sont aux manettes, sont peut-être plus belliqueux, donc néoconservateurs qu'on l'aurait imaginé, et que Donald Trump l'a peut-être imaginé. Et moi, je ne serais pas surpris de voir son conseiller à la sécurité nationale, M. Waltz, partir au cours des prochaines semaines. On a évité un congédiement trop brutal et trop expéditif, parce que je crois de toute façon qu'il ne veut pas renouveler l'expérience de son premier mandat, où il s'est débarrassé d'une partie. C'est un feu roulant. Et pour les apparences, disons, c'est pas idéal. Disons qu'à l'époque, il ne connaissait pas du tout Washington. Il ne connaissait pas Washington. Aujourd'hui, oui, mieux. Mais est-ce que Mike Waltz restera longtemps à ses côtés? Alors, vous parliez de ce qui se passe aujourd'hui dans les négociations au plus haut sommet entre les Russes et les Américains. Mais je suis certain qu'il y a autour de M. Trump des visions qui ne sont pas toujours convergentes sur la manière de mener ces négociations. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'habileté des vieux renards que sont les Russes. M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, Vladimir Poutine, beaucoup plus patient, probablement. Et beaucoup plus silencieux, quand même, par rapport à Trump, en tout cas. Ils n'abattent jamais leurs cartes. Toute la communication ne passe que par la bouche de M. Trump, qui nuit et jour communique. Il y a une saturation de la communication. C'est un vrai problème. Merci beaucoup. Merci toujours pour vos éclaircissements, Stéphane Bureau. On reparlera tout ça avec vous et on suivra, effectivement, c'est intéressant, comment d'un côté on salive et de l'autre côté on est silencieux. Est-ce que c'est le lièvre et la tortue? Qui vivra verra, et qui votera verra aussi. Eh bien, aujourd'hui, après avoir parlé politique et justice, on va parler santé. On va parler santé pour quelque chose, vous savez, vous avez entendu cela, vous avez peut-être des personnes qui sont atteintes de... Qu'est-ce que c'est? Alors justement, est-ce que c'est une maladie mentale? Est-ce que c'est un trouble psychique? Est-ce que c'est tout cela à la fois? Et c'est quelque chose, en tout cas, qui joue un rôle, puisque des millions de personnes à travers le monde, et peut-être plus d'1,5 million de Français en sont atteints. C'est les troubles bipolaires. Qu'est-ce que c'est que la bipolarité? Qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler justement pendant cette heure avec François Lejeune. François Lejeune, vous êtes auteur Dans ma tête de bipolaire, bonjour, aux éditions Erol, un livre vraiment très 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 bouleversant. On vous avait reçu à l'époque, c'était il y a 5 ans, pour ce livre. Et puis nous sommes avec Dominique Guillot, bonjour, vous êtes président de Argos 2001, on va expliquer ce que c'est qu'Argos 2001, puisque vous êtes une association nationale de patients, de proches au service des patients, justement touchés par un trouble bipolaire. C'est la bipolarité, c'est votre cœur d'activité. Et Émilie Garandel, vous êtes chargée des opérations de Argos 2001. Alors d'abord, effectivement, je voudrais revenir à vous, François, sans refaire l'entretien que nous avons fait, mais ce qui avait eu beaucoup de retentissement. Et je voudrais aussi signaler que le journal Le Point de cette semaine sort avec une interview exclusive de Nicolas Demorand. Nicolas Demorand, c'est avec Léa Salamé, la personne qui présente la matinale de France Inter, 5 millions d'auditeurs. Et il dit carrément, je suis un malade mental. Et il dit aussi, parce qu'il a sorti un livre là-dessus, mais il dit, je suis un malade mental, il faut arrêter d'avoir peur de dire que nous sommes, nous, des malades mentaux. Oui, nous sommes des malades mentaux, on peut l'assumer. Et il va jusqu'à dire, il serait temps de faire un MeToo des malades mentaux. Mais au-delà de ça, vous, François Lejeune, est-ce que vous, quand on dit je suis un malade mental, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît idoine pour représenter ce qu'est la bipolarité? Alors, je ne suis pas un malade mental. Moi, j'ai vécu un enfer pendant 15 ans de ma vie. J'en suis revenu.
pour plein et plein de raisons différentes, par concours de circonstances, par rencontre, pour avoir rencontré un médecin qui m'a soigné. Mais 15 ans d'autre vie, vous avez été... Très malade. J'étais malade de 21 ans à 38 ans, 40 ans. J'ai toujours considéré que j'étais pas malade mental, contrairement à Nicolas Demorand, qui a fait une belle démarche, parce que écrire un livre, c'est une vraie thérapie. Sachant que lui a une bipolarité de type 2, donc c'est une bipolarité un petit peu plus compliquée que la mienne, à soigner, en tout cas, je pense. On va en parler. Je crois qu'il a beaucoup de courage pour venir sur lui, en étant un personnage public, de venir en parler. J'ai cru comprendre aussi dans son article qu'il avait été, comme la plupart des bipolaires, comment on dit, tardivement. Il y a une errance diagnostique. Oui, longtemps. Oui. On l'a bourré de médicaments qui lui faisaient, qui aggravaient sa situation, hein, c'est ça. Il parle très très bien des bipolarités, il parle de ses phases complètement dépressives, des maladies psychosomatiques qu'il a développées. Mais que vous avez vécu aussi, vous. Oui, pareil. Alors c'est quoi? Donc, je voudrais qu'on la reparle différence de ça. entre la bipolarité 1 et la bipolarité 2. Moi, je suis de type BP1, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai ce qu'on appelle... je suis monté très haut dans des phases maniaques. Donc j'ai pété des câbles à force d'excès, de pas faire attention à moi, de croire que je pouvais faire plein de choses à la fois, etc. On est quoi, dans un haut état d'exaltation? On devient dingue. André, on devient dingue, on se raconte des histoires. Moi, je me suis pris à un moment donné pour Louis XIV. Je me suis pris pour l'enfant gâté de Claude Lelouch dans l'itinéraire dans l'enfant gâté. On s'invente des scénarios. On part dans une histoire qui peut durer 2 à 3 semaines, des histoires que je raconte dans le livre, et généralement, la folie, quand on est en pleine folie, on est par chance arrêté par les pompiers, par les gendarmes, par les policiers, et ensuite Sinon, on n'a pas de limite. Enfin, dans cette phase-là, on est drogué sans drogue. C'est de la drogue naturelle. C'est-à-dire c'est comme si on prenait de la cocaïne, sauf qu'on n'en prend pas, et qu'on développe tout le côté dopamine, et qu'on est en joie, on est sociable, on est hypersexuel, on prend des risques inconsidérés, on peut prendre sa voiture. Moi, il m'est arrivé de prendre ma voiture en peignoir, d'aller saluer les travelots du Bois de Boulogne, et de partir à poil vers Orléans, en prenant ma douche dans une station Total de routier, et ne payant pas d'essence, et les flics m'ont ramené à Neuilly-sur-Seine. Enfin, on peut faire vraiment des folies, on peut sauter d'un bateau, mais ce qui est important pourquoi, enfin, la thérapie du livre, comme lui il l'a fait, c'est très important. Écrivez, en tout cas si vous êtes bipolaire, éditez ou pas éditez, écrivez vos mémoires, parce que si on se rappelle de ce qu'on a fait, si on se rappelle de... Ouais. Et juste François, vous parlez de cette phase très haute et très forte, et le down, c'est quoi? Quand on descend, c'est quoi? Eh ben, quand on descend quand on arrive à l'hôpital, et qu'on va vous calmer avec une piqûre sédative ou un neuroleptique très fort. Et qu'en fait, tout ce que vous avez imaginé, votre relation avec la nature, toute votre histoire tombe à l'eau. Vous vous retrouvez dans un milieu hospitalier très dur, une espèce de prison, c'est un peu des prisons, les établissements psychiatriques. Moi, j'ai été hospitalisé en Suisse, en Angleterre, j'ai été hospitalisé plusieurs fois à Paris. C'est très dur. Et là, vous vous retrouvez avec toutes sortes de personnes. Ça peut être des autistes, ça peut être des repris de justice, ça peut être des drogués. On n'est pas du tout isolé, on est au milieu de tout le monde. Et la dépression vient. La dépression vient, et la dépression chez un bipolaire, moi, la plus longue, elle a duré 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans, seul, par chance. Et c'est vraiment une dépression profonde, totale. Oui, je voulais voir personne, je ne pouvais pas manger sans trembler, je n'avais plus de travail, plus de femme, plus rien, donc plus d'amis. Et quand ça vous arrive à 33 ans, de 33 ans à 36 ans, quand vous connaissez un peu la belle vie, et que vous êtes sur une chambre avec des toilettes, grâce à mon père qui m'a alloué une petite chambre de bonne, etc. Je pense qu'il l'a fait volontairement, il aurait pu me remettre dans des conditions peut-être plus agréables. Mais et on subit, on crie, on est tout seul, on crie de douleur. Je rejoins un peu Nicolas Demorand, il parle
détresse totale. Il parle Il dit qu'on n'a même pas envie de se doucher. On n'a pas envie de se doucher. Et puis il dit aussi, moi je me rappelle, ma mère me disait, elle me jetait le Figaro sur mon lit, trouve un travail, t'as pas de travail. Ma sœur me disait, mais c'est pas de leur faute, hein, parce qu'on parlait de psychose maniaco-dépressive à l'époque. C'est une maladie dont on parlait jamais. Donc bravo qu'il en parle, et bravo qu'on en parle, et bravo qu'on sorte du bois pour en parler, parce que. Et bravo aux associations aussi pour nous aider. Justement, on va en parler. Alors Dominique, justement, on entendait le témoignage de François Lejeune, que encore une fois lisez son livre, hein, dans ma tête de bipolaire, parce que ça dit bien quelque chose vraiment, et quand on ne connaît pas, et quand on est absolument sidéré par ce qui se passe. Alors vous, Argos 2001, qu'est-ce que vous constatez, puisque ça fait maintenant donc 2001, ça veut dire que vous êtes créé en 2001, ça fait donc 24 ans que vous existez. Et d'abord, pourquoi vous êtes orienté vers ça? Pourquoi vous avez choisi la bipolarité? Parce que c'était un choix, j'imagine. Vous parlez de moi ou de l'association? Ouais. Cette association, mais c'est vous aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, qu'en dehors du milieu hospitalier, les gens ont besoin de lieux de rencontre, d'écoute. Et justement, c'est l'objet de notre association, parce qu'on s'adresse non seulement aux patients, personnes qui ont un trouble bipolaire, mais on s'adresse également à leurs proches. Parce que pour les proches, c'est quelque chose qui est compliqué. Les parents, enfin la famille ou autres, les amis. Oui. Et donc on a quelque chose qui fonctionne très très bien depuis justement 24 ans, et que moi je souhaite voir diffuser sur tout le territoire. Parce qu'à Argos 2001, on a un certain nombre d'antennes. On est une association nationale reconnue d'intérêt général. On est agréé auprès du ministère de la Santé pour représenter les usagers. Et donc dans nos activités, donc on a. Vous êtes complémentaire des hôpitaux en quelque sorte. Oui. Vous ne soignez pas c'est bien ça. C'est ça. Vous n'allez pas les bipolaires, mais vous vous occupez de tout ce qui se passe autour. Voilà. Et en fait, si vous voulez, la particularité de notre association, c'est que on a à la fois les patients et les proches. Je comprends. Et alors, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors vous, pendant 20 ans, presque 25 ans, ça donne un recul. Vous disiez d'ailleurs hors antenne qu'il serait 1,5 million en France. Oui, on estime par la maladie. On estime en fait que dans la population, 2% des personnes sont concernées. Alors ce qui est très curieux, c'est que c'est partagé partout sur la planète, quelles que soient les cultures, les religions, et c'est également partagé dans le temps. C'est-à-dire que si on remonte à plusieurs siècles, voire peut-être plusieurs millénaires, les Romains connaissaient les troubles bipolaires. Ils appelaient ça la folie circulaire. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a lié une notion en droit pénal qui est toujours en cours aujourd'hui, qui s'appelle l'irresponsabilité pour abolition du discernement. Oui, mais ça ne concerne pas que les bipolaires. Non, tout à fait, mais il peut arriver parfois quand ils sont en crise, comme le disait François, qu'ils ne se rendent absolument plus compte de ce qu'ils font, quoi. Et donc là, le tribunal, effectivement, peut juger responsable. Vous avez fait, alors je regardais votre brochure, Argos 2001, je la montre d'ailleurs, et vous mettez quand même, alors vous êtes sûr qu'ils étaient les bipolaires, parce que je vois Balzac, je vois Churchill, je vois Cary Grant, je vois Marilyn Monroe, je vois Van Gogh, Hemingway, Oscar Wilde, Audrey Hepburn, Vivian Leigh. Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, en 2025, les médecins peuvent faire ce qu'on appelle l'anamnèse. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le mot anamnèse. En fait, c'est la biographie médicale d'une personne. Et même personne morte depuis longtemps. Exactement, parce que en fait, si vous voulez, au travers de la vie de quelqu'un, eh ben on peut arriver, un médecin, donc peut dresser un tableau clinique effectivement à partir d'éléments factuels, donc caractériser les troubles bipolaires. C'était le cas effectivement de Vincent Van Gogh, puisque il y a une journée mondiale des troubles bipolaires qui a lieu chaque année le 30 mars, qui est sa date anniversaire de naissance. Et d'ailleurs, c'était hier alors. Voilà, c'était la journée mondiale de la bipolarité. Des troubles bipolaires. Des troubles bipolaires. C'est Argos qui l'organise. Voilà, et on l'a organisé pour la 11e année consécutive. On a commencé en 2015. Au niveau international, ça avait commencé en 2014. Et depuis 2015, en fait, Argos 2001 fait cette journée mondiale. Et cette année, c'était autour de la parentalité. C'est-à-dire comment faire lorsque je suis atteint d'un trouble bipolaire, que je suis un homme, je suis une femme, est-ce que je peux envisager d'avoir des enfants ou pas? Quand je suis
étant enfant d'un parent qui a un trouble bipolaire, comment faire en sorte pour que ça puisse se passer du mieux possible. Et on va en parler tout de suite après cette petite pause. On va parler de cette action et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on fait, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La bipolarité, ça concerne des millions de gens, ça concerne des millions de parents, d'amis, etc., de gens qui sont bipolaires. Émilie Garandel, vous êtes chargée des opérations de Argos 2001, mais vous-même, vous avez été ou vous êtes bipolaire. Alors pour vous, comment vous le viviez? C'est quand même très important de parler de son vécu. J'ai vécu longtemps dans l'ignorance de ce qu'était cette maladie. J'ai été diagnostiquée au bout de 14 ans, après le déclenchement de cette maladie. Donc je suis tombée malade à 18 ans. 18 ans, première dépression, rentrée à l'université, choc émotionnel, et ensuite j'ai enchaîné les dépressions pendant longtemps. Et vous ne saviez pas ce que c'était? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors, qu'est-ce que vous sentiez, quoi? Dépression forte? Dépression forte, parfois dépression plus calme, mais honnêtement, je me suis accrochée à mes études. Je me suis accrochée à l'université. Vous faisiez quoi comme études, si c'est j'ai un master en espagnol, donc j'étudiais à l'époque l'espagnol, et c'est vrai que je me suis vraiment accrochée à ça, sachant que j'ai pas eu d'entourage aidant, j'ai pas eu des parents protecteurs, j'ai pas eu tout ça. Moi, c'était mais arrête de te mettre la tête à l'envers pour rien. C'était ça ce que j'entendais. Donc forcément, je me plaignais pas. On vous disait quoi? Et on vous disait on me voyait prendre des médicaments parce que je voyais un psychiatre, mine de rien, mais qui n'a jamais su diagnostiquer suffisamment tôt la maladie. Et c'est lors d'un changement de phase hypomane, que j'ai vécu en 2016. C'est quoi la phase hypomane? Alors, la phase hypomane, contrairement à ce que décrivait François dans le type 1, c'est la bipolarité 2 qu'elle a élevé. Moi, je suis dans la bipolarité 2. C'est plutôt une bipolarité qui affecte surtout sur le côté dépressif. D'accord. Et ce que l'on voit, c'est en phase haute, ça va être une phase hypomane qui va être plus légère en matière de manifestation que la phase maniaque. Ah oui. Donc vous n'êtes pas dans dans le haut style je vais prendre un peignoir et aller à Orléans. Tout à fait. Vous, c'est pas ça. Non, moi c'était je suis un peu plus irritable, je parle un peu plus vite, je passe du coq à l'âne un peu trop vite, je pense très très vite. Et ce qui s'est passé en phase hypomane pour moi, c'est que le sommeil, j'ai une rupture de sommeil. Ça s'est peu à peu, en quelques mois, le bon sommeil s'est progressivement arrêté. Et ensuite, presque complètement. Vous étiez insomniaque. Et en septembre 2016, j'ai été 6 nuits sans pouvoir dormir de suite. C'est-à-dire qu'un être humain normalement constitué peut vivre jusqu'à 10 nuits maximum en se shootant la Red Bull. Peut vivre avec comme ça. Et j'ai perdu connaissance à la dernière nuit. J'ai développé une arythmie cardiaque. Ça a été épouvantable. Et là, vous avez été. Et quand est-ce qu'on vous a dit c'est la bipolarité, vous êtes bipolaire? Quand est-ce que vous avez eu connaissance, disons, de ce qui C'est lors d'une annonce de divorce où ça a été extrêmement dur. Il a fallu que je sois hospitalisée d'urgence, où j'ai plongé d'un coup et on m'a dit vous manifestez des troubles bipolaires depuis quelques temps. Et votre privation de sommeil, que moi je demandais de l'aide, j'allais voir des médecins et tout, et on me rigolait au nez. On me disait non mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Et à un moment donné, j'ai arrêté de demander de l'aide. J'avais abandonné. Après tout, on vous disait, mais voilà, parce que je cherchais de l'aide et puis j'ai pas la tête d'une bipolaire. Enfin, comme on dit souvent, Émilie, quand on te voit, on dirait pas que t'es malade. Donc, et c'est à l'hôpital que là, on m'a dit que c'était que j'étais atteinte de trouble bipolaire, qu'on m'a mis le seul régulateur de l'humeur qui me correspond, parce qu'après chaque personne a sa façon de gérer et d'accepter physiologiquement aussi un traitement. On met pas le même à tout le monde, c'est particulier. Donc et c'est vraiment en 2017, lors d'une nouvelle hospitalisation, là que j'ai compris l'ampleur de cette maladie. Et là, je me suis dit ok, donc c'est un gros morceau que j'apporte. Ouais. Alors. Oui, François. La bipolarité ressemble beaucoup à celle décrite par Nicolas Demorand, c'est-à-dire pas une phase maniaque, mais une phase super en forme, pas vraiment un pétage de plomb, mais une phase ultra sociable. Je parle vite, je deviens irritable, mais tu n'as pas comme moi. Sauf que le gouffre est beaucoup plus important, apparemment. Oui, c'est le mot. Oui, c'est très important que j'en parle un peu pour toi une minute. Les bipolarités de type 2 peuvent, s'ils sont pas stabilisés, être pour une contrariété, pour une remarque. Être mortels. Peuvent
aussi aller jusqu'au suicide. Ça, c'est la phase terminale de la dépression. Mais quand elles sont pas stabilisées, on peut être submergé par des émotions dépressives, être d'un coup extrêmement triste et s'isoler toute seule. Et c'est une bipolarité différente de la mienne, où moi je m'installe dans la dépression. Je m'installe 1 an, 2 ans. C'est la même, et avec la phase maniaque en plus. Je comprends. Dominique Guillot, vous avez donc rencontré, puisque quel est alors effectivement ce que vous dites, et je vous entends tous les trois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bipolarité, il y a peut-être des centaines de bipolarités, voire des milliers de bipolarités. Évidemment, il y a des points communs, bien sûr, sinon ce ne serait pas qualifié. Il y a des dénominateurs communs. Mais vous diriez que ce que vous recueillez, et aussi je voudrais avoir, puisque vous occupez des parents et des familles, comment c'est ressenti, cette bipolarité, par les proches? Qu'est-ce que vous recevez comme témoignage de ce point de vue-là? Si vous voulez, c'est quand les proches sont, on va dire, confrontés, donc soit leur conjoint, soit leur enfant, qu'on leur dit qu'il y a un trouble bipolaire, quoi. C'est un choc, quoi, parce que souvent, on ne s'y attend absolument pas. Est-ce qu'ils savent ce que c'est quand vous leur en parlez? Est-ce que quand les parents, je parle pas d'eux-mêmes, découvrent ça, et bipolaire, ils savent ce que c'est ou pas du tout? Non, pas du tout. Même si, parce que souvent dans le langage courant, on dit parfois, oui, de toute façon, t'as des variations d'humeur, t'es bipolaire comme tout le monde. Mais en fait, non, les variations d'humeur, c'est pas que ça peut être très grave. C'est pas la cyclothymie. Non, parce que en fait, la cyclothymie. Tout à fait. Alors, si vous voulez, la cyclothymie, ça fait partie des troubles de l'humeur, mais en fait, ce sont des troubles légers et c'est pas considéré comme un trouble psychiatrique. Rien à voir avec ce dont vous C'est une question d'intensité aussi de curseur, quoi. Et en fait, nous, on est là pour informer aussi bien les patients que les proches, quoi. Voir comment ça peut évoluer dans le temps. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à... Alors, aujourd'hui, on n'en guérit pas, mais en revanche, on peut se rétablir. Et avoir une vie quasi normale en mettant en place. Mais c'est quelque chose qui nous accompagne toute la vie, enfin pour les bipolaires. Aujourd'hui, oui. Mais on peut stabiliser. Tout à fait, tout à fait. Moi, je connais des personnes qui ont un trouble bipolaire qui sont stabilisées depuis des années et des années, quoi. Et qui n'ont pas, qui évitent les grands sursauts, quoi. Oui, parce que si vous voulez, le patient acquiert, je pense que François et Émilie pourront confirmé, mais au cours des années, en fait, une expérience. Et on voit arriver ce qu'on appelle les prodromes, c'est-à-dire les signes avant-coureurs. C'est très important. Soit quand ça va monter, soit quand ça va descendre. Et donc là, à ce moment-là, le patient va prendre contact avec son psychiatre pour ajuster son traitement. Et du coup, on va éviter une rechute. Alors, on va continuer à parler de tout ça après cette petite pause. Je voudrais que François et comme Émilie parlent de ça, de ces signes. Et juste un mot aussi, est-ce qu'il y a une discrimination sociale, une distanciation avec les bipolaires? Je crois qu'il ne faut pas aussi parler de ça. Bien sûr. Ils sont malades, on sait très bien, il n'y a pas... On sait que les malades, est-ce qu'il faut s'éloigner ou pas? Il n'y a pas que pour les bipolaires que ça joue, mais ça joue aussi. On en parle tout de suite avec vous trois, après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et que sont les états de la bipolarité? De quoi la bipolarité est-elle le nom? On en discute avec François Lejeune. Je rappelle, auteur d'un livre remarquable, Dans ma tête de bipolaire, qui est paru il y a 5 ans aux éditions Erol, mais que vous pouvez trouver et que je vous recommande. Dominique Guillot, qui est président de Argos 2001, cette association qui s'occupe depuis donc 25 ans pratiquement des troubles bipolaires. Et d'ailleurs, encore une fois, je rappelle, je le dis, écoute, vous vérifierez, mais que dans votre brochure, que, encore une fois, de Balzac à Churchill, en passant par Hemingway et Oscar Wilde, beaucoup de bipolaires. Et puis Émilie Garandel, chargée des opérations de Argos 2001, qui nous disait aussi qu'elle était bipolaire, mais que, Émilie, vous avez trouvé, depuis quelques années, un équilibre, parce que tout ça peut se stabiliser. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui jouent justement dans la stabilisation des troubles bipolaires. En effet, il y a l'aspect médicamenteux, donc on utilise dans les troubles bipolaires les thymorégulateurs, régulateurs de l'humeur, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ce sont des médicaments, les régulateurs de l'humeur. Voilà. Ça, oui. Moi, ça m'a sauvé la vie, vraiment. J'ai une grande reconnaissance pour les régulateurs de l'humeur. Mais après, il y a beaucoup de choses il faut apprendre à connaître la maladie. Il faut comprendre comment
soi-même on fonctionne, parce que chaque personne est différente. Moi, honnêtement, j'ai mis beaucoup de choses en place. Je fais très attention à l'hygiène de vie. Je fais très attention au cycle sommeil-veille. Je suis très prudente. Je remplis ce qu'on appelle un tableau de l'humeur qui me permet de voir si des fois. Ouais. Où vous en êtes. C'est ça. Et surtout, ça permet d'avoir un recul, par exemple, de dire, il y a 3 semaines, un mois, finalement, j'étais plus fatiguée que ce que je pensais. Et ce recul est très important. Mais vous le mesurez comment, concrètement? Vous faites un graphique? C'est tout à fait ça. C'est un graphique. Je note les heures de sommeil. Je note les moments où je me suis sentie un peu plus mal. Pourquoi? Par exemple, on peut parler des signes annonçateurs des troubles bipolaires. Chez moi, on va en ce qu'on appelle les prodromes. Donc, c'est quoi concrètement, par exemple? Alors, chez moi, en fait, c'est par exemple, je vais commencer à sentir que je monte un petit peu. Quand je vais commencer à devenir hypersensible au niveau auditif, hyperacousique et hypersensible à la lumière. Là, je me dis attention, pause. Donc j'éteins tout. Radio, télé, écran, j'éteins tout. D'accord. Quand vous sentez auditivement et du point de vue de la lumière. Et ça, chez moi, c'est un signe annonçateur. Et j'ai appris à connaître ça, en fait. C'est une maladie qui nécessite de se comprendre et c'est une maladie qui nécessite d'être acteur de sa maladie. On ne dépend pas du psychiatre, on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est soit on doit vivre avec et apprendre. C'est une très belle leçon d'autonomie. Tout à fait. D'apprentissage de l'autonomie. Et je pense que apprendre ça, moi, honnêtement, ça fait 8 ans que je suis stabilisée. Ça me permet d'avoir une très très grande liberté dans ma vie. Écoutez, en tout cas, c'est passionnant. François Lejeune, vous hors antenne, vous disiez, j'ai même rencontré des bipolaires heureux, moi, par exemple. Mais alors. On est toujours un peu bipolaire, bien sûr, quand on l'a été pendant 30 ans, mais je me considère pas comme malade mental et je suis un garçon très heureux de 57 ans. J'ai cette chance de rire souvent, j'ai cette chance de partager, j'ai cette chance de vouloir encore plus travailler en faisant attention, parce que quand on travaille trop, ça peut revenir et il faut le savoir aussi, il faut le détecter, ou quand on boit trop, ou quand on veut plus se coucher. Moi, c'est un signe chez moi, quand je veux plus me coucher, que je vais enchaîner sur une deuxième boîte de nuit, je me dis, il y a un petit problème. Et alors, je vais boire un dernier verre, et je vais me coucher, je vais dormir. Le sommeil, c'est primordial, c'est pour ça que, voilà. Mais, ce que je veux dire aussi, c'est que je suis heureux, et c'est un message que j'ai voulu développer en racontant ma maladie dans ce livre. Et bientôt, dans le futur film qu'on est en train d'écrire avec Juliette Lambeau, je répète 2 fois parce qu'elle aime bien Juliette, et Laurent Junca qui est dans le cinéma et dans le théâtre. Vous faites un scénario de film, vous voulez en faire un film. Exactement, et on va faire un film sur la bipolarité, beaucoup plus coloré que ce qu'on voit en ce moment dans le cinéma français, où c'est surtout le bipolaire avec sa famille et ses enfants, et ça tourne en rond, et nous on veut raconter l'histoire d'un jeune homme qui n'avait rien pour qui est votre histoire. Voilà, qui est mon histoire, qui n'avait rien pour être bipolaire. La vie a fait qu'il soit devenu bipolaire à 23 ans, et à 40 ans, ou à 42 ans, il s'en est sorti, et depuis ça va très bien. Quel bonheur. En tout cas, c'est une très bonne chose de raconter qu'on peut s'en sortir à sa manière, mais c'est-à-dire qu'on peut arriver à un état, effectivement, de vie, et de vie pleine, quoi, parce que c'est ça. Hein. Et il faut vivre comme un sportif. Enfin, je m'entends, parce que je veux dire, il y a un moment donné, il faut une hygiène, une discipline de vie. Alors moi, je bois, je mange, etc. Mais il y a un moment donné, le week-end, je vais partir marcher, je vais nager, je m'équilibre. Quand on sent un peu l'excitation monter, il faut redescendre. C'est les montées qui sont dangereuses. Si la montée, c'est-à-dire l'excitation, la surexcitation, et puis après le début d'hypomanie, pour moi la folie, si je la vois pas venir, si j'ai pas les clignotants, on part. Et dès qu'on part, faut le savoir. Il faut le repérer. Je dis ça pour tous les bipolaires qui sont en ce moment stabilisés. Parce que les bipolaires qui sont dépressifs en ce moment, ils vont pas m'entendre. Les bipolaires qui sont en phase up en ce moment, ils vont pas m'entendre. Mais 2 tiers ou un tiers des bipolaires sont en phase euthymique, donc stabilisé. C'est maintenant qu'ils doivent faire attention. Que ça soit en BP2 ou en BP1. C'est maintenant qu'ils doivent aller sur la durée. C'est très important. Et repérer ce qui les a fait chuter pour ne plus jamais rechuter. Donc ça veut dire, vous n'êtes pas en pilotage automatique, vous êtes en pilotage contrôlé par vous-même. Exactement. Avec l'aide des psys, etc. Les outils qu'on nous donne. Alors, je voudrais revenir justement à l'entourage de Dominique Guillot, puisque c'est aussi une des tâches et une des activités de Argos 2001.
En fait, comment les gens réagissent? Est-ce que les gens réagissent en disant, oulala, je dis pas maladie honteuse, non, mais oui, mais alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut arriver? Je parle de l'entourage. Hein. Est-ce qu'ils peuvent devenir violents? Est-ce que comment c'est vécu parmi les témoignages très nombreux que vous avez? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, l'entourage, il est assez désemparé au début, hein, quand il connaît pas du tout cette maladie. Quoi. Il se demande comment il faut se comporter, quoi, vis-à-vis de la personne, parce que quand on est en phase basse, souvent on dit allez, bouge-toi, tu vas y arriver. Quand on veut, on peut. En fait, non, ça ne marche pas pour quand personne. C'est pas en lui donnant des allez, vas-y, remets-toi, etc. Et quand on est en phase, quand la personne est en train de monter, à un moment donné, parfois, on n'a pas d'autre choix que de faire hospitaliser la personne pour la protéger en fait d'elle-même. Donc on fait ce qu'on appelle une hospitalisation à la demande d'un tiers. Et voilà, donc le tiers en général, c'est la famille. Enfin, le plus souvent, c'est la famille, ça peut être des amis, quoi. Oui, et c'est pour ça que nous, si vous voulez, on a lancé depuis l'année dernière des séances de psychoéducation, donc pour les patients et pour les proches. C'est-à-dire comment vivre entre guillemets du mieux possible avec cette pathologie donc de troubles bipolaires. Et ça fonctionne très bien. Et alors le paradoxe du Covid, parce qu'on n'en a pas parlé, le Covid d'un autre côté a été un révélateur de certaines pathologies, hein, les gens on allait pas bien, mais alors d'un autre côté aussi, nous on a basculé toutes nos activités de groupes de parole et d'accueil personnalisés, et également de conférences en numérique, donc en visioconférence. Oui, parce que confinement oblige, voilà. etc. Et donc nos séances de psychoéducation sont conduites en fait par un trinôme, un médecin psychiatre de l'hôpital Fernand Vidal à Paris, une psychologue de cet hôpital, et une bénévole de l'association. Donc il y a une bénévole pour les patients et une bénévole pour les proches. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et en fait, c'est également donc prouvé que lorsque les patients et également les proches, mais surtout les patients, donc connaissent le fonctionnement de cette pathologie, et ben en fait ça va diminuer de manière importante les rechutes. Oui, vous voulez dire la connaissance change tout. Tout à fait. Oui. Et quelque chose, François en a parlé, mais effectivement qui est très important, Émilie aussi. Le plus important, c'est le sommeil. Dès lors que vous commencez à plus dormir, alors là, ça devient très inquiétant. Oui, vous voulez dire le manque de sommeil ou l'absence de sommeil est un signal fort. Ah oui, là, c'est un signal vraiment qui revient en permanence. Devrait faire sur France Inter le soir. C'est mieux pour lui, pour Nicolas. Oui, alors, oui, ce que vous disiez, François Lejeune, vous donnez un conseil à Nicolas Demorand. Mais oui, il se lève à 2h30. Qu'il abandonne le matin et qu'il fasse l'émission du soir. Qu'il fasse le soir, il va être beaucoup mieux. Il va se sentir beaucoup mieux. Ça va être un changement. Parce qu'il se lève à 3h du matin. C'est impossible de bien dormir à 3h. Ça veut dire que si on est un peu insomniaque, on va se coucher à minuit. À 3h, on va se réveiller fatigué et on n'a pas dormi. C'est pour ça, je pense, très sincèrement, je crois que c'est un grand journaliste et ça, je ne le suis pas, mais au niveau de la maladie, je m'y connais un petit peu. Si je devais lui donner un conseil, Nicolas, dormez plus et faites une émission du soir. Vous étiez très bien. Conseil de François Lejeune, Nicolas Demorand. Mais écoutez, et je vais acheter votre livre, pourtant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Michel Barnier avait décrété l'année 2025 pour la France, année de la santé mentale. Grande cause nationale. Sachant que la psychiatrie, le parent pauvre de l'hôpital, est-ce que tu as senti des changements, des donations, des actions? Est-ce qu'on est vraiment en santé mentale? On va en parler juste, mais on a justement un auditeur et une auditrice Anne, qui appelle de Chalon-sur-Saône. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Bonjour Anne, on vous écoute Anne. Alors, je voulais témoigner du fait d'avoir vécu pendant pas mal d'années avec un homme qui a été décrété bipolaire à l'âge de 70 ans. 70 ans, oui. Il se trouve que je l'ai rencontré en 99. C'était un homme extrêmement jovial, gai, avec très créatif, architecte, peintre. Et pendant 15 ans, il est resté dans cet état-là, tout le temps en position haute, très très enthousiaste. Et tout d'un coup, au moment où il a pris sa retraite, il s'est écroulé. Et il a été hospitalisé 2 fois. Et là, les médecins m'ont dit, il a une bipolarité. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Vous le connaissez à ce moment-là depuis longtemps? Depuis 15 ans. 15 ans. Ah d'accord, c'est au bout de 15 ans, ils vous ont dit, donc, il a une bipolarité, c'est ça? Parce qu'il était hospitalisé. Oui, c'est parce qu'il était hospitalisé. Et là, il s'est écroulé d'un coup. Et les médecins, le psychiatre m'ont expliqué que ça pourrait arriver, une bipolarité sur du long terme.
Il était tout le temps en position haute, et quand il s'est écroulé, alors il avait fait des achats compulsifs, acheté des appartements, et il voulait plus rien vendre, et là il était pris à la gorge, et il menaçait de se suicider, il pleurait toute la nuit, c'est pour ça qu'il était hospitalisé. BP2. Oui. BP2, parce qu'il y a très peu de phases maniaques. BP2. Pardon, madame Émilie, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous en... Oui, Anne, allez-y. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, ce que je voulais dire, c'était extrêmement compliqué pour l'entourage, parce qu'en fait, les psychiatres disent tout de suite c'est la bipolarité, c'est très bien. Mais par contre, moi, heureusement qu'Argos était là, à Annecy, et Argos était présente, donc on y est allés tous les deux et je crois bien qu'il continue parce que depuis 7 ans on s'est séparés. Enfin, c'est moi qui l'ai quitté parce que ça devenait invivable. Difficile. Et en fait, il voulait être seul. En plus, j'avais un fils Asperger, donc je pouvais pas assumer les deux. Et en fait, il a besoin d'être seul. Et il vit maintenant, il est stabilisé, il est sous lithium, et il est très heureux, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de phases hautes. Il est arrivé à réguler cette bipolarité, mais qui était absolument subite. Enfin, tout d'un coup, subite, elle existait depuis longtemps, mais vous l'avez su à ce moment-là, c'est ça. Absolument. Merci Anne. Alors moi... Oui, merci beaucoup Anne et merci pour votre témoignage. Justement, on va en parler. Donc voilà, c'était un de vos patients ou clients, Dominique Guillaume. Usager, on dit. Usager, on dit. Oui, je suis pas un client. Oui, mais moi ça me gêne pas le mot client. Okay. Mais une chose quand même, il parle du lithium. Moi, je croyais que le lithium, terre rare, c'était pour les portables, pour tout ça. Le lithium donc joue un rôle non négligeable dans le traitement de la bipolarité. Oui. Alors, pas chez tous les patients, mais chez les patients chez qui il fonctionne, c'est effectivement un médicament princeps, comme on dit, vraiment important. Enfin, Émilie, tu peux en parler plus facilement que moi, mais il existe depuis une 50aine d'années. Ouais, c'est intéressant parce qu'on ne le connaissait pas. Enfin, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant. Connu sous un nom, puis je vais vous raconter quelque chose, si vous me permettez une anecdote. Allez-y. Donc le nom commercial, c'est Theralite. Et un jour, dans une conférence, qu'on organise des conférences mensuelles depuis des années avec des psychiatres, il y a un psychiatre qui dit comme ça, si vous êtes patient et que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, eh bien, allez à la pharmacie du coin et demandez quel médecin psychiatre prescrit du lithium. Et là, vous êtes sûr que ce psychiatre va connaît la pathologie. Vous allez gagner du temps. Écoutez, conseil à tous les auditeurs qui soit sont victimes, soit connaissent des personnes qui... c'est vraiment intéressant. Le lithium ne va pas à tout le monde. Le lithium peut avoir des effets secondaires. Alors après, on joue avec d'autres médicaments parce que ça peut toucher les reins et tout ça. La thyroïde. On fait des lithiémies. Moi, je fais des lithiémies tous les 3 mois. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Qu'est-ce que la bipolarité? On en discute depuis 3/4 d'heure avec François Lejeune, avec Dominique Guillot et avec Émilie Garandel. Alors justement, je voudrais peut-être faire un tableau, peut-être des soins. Enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on est en France bien équipé, ou en tout cas assez équipé ou pas, sur le traitement, sur le suivi de gens des bipolaires? Émilie?
Suivi, oui, quand on est en structure hospitalière ou en clinique. Après, c'est vrai qu'en médecine de ville, une fois sorti de l'hôpital ou de la clinique, c'est plus compliqué. Donc, c'est là que on a les Argos 2001 qui vient en aide aux personnes en attendant qu'elles puissent voir un psychiatre. Parce qu'aujourd'hui, trouver un psychiatre, c'est extrêmement difficile. C'est comme, imaginez, vous avez de l'hypertension, vous voyez un cardiologue, mais on vous dit, monsieur, je suis désolé, je peux pas vous recevoir pour votre arythmie cardiaque avant 3 mois. Mais c'est comme un diabétique en disant, bah, monsieur, je fais du diabète, mais je suis désolé, monsieur, je ne peux vous recevoir pour régler votre insuline que dans 3 mois. Mais vous dites qu'il y a une rareté, enfin, on a une pénurie grave de médecins. Alors, si je peux me permettre. En province, oui, sur Paris, ça va, mais dans les territoires... Ouais. Énormément. Si je peux me permettre, moi j'ai été hospitalisé longtemps dans les 3 hôpitaux parisiens connus, qui s'appellent Sainte-Anne, Villejuif et Sainte-Geneviève-des-Bois. Je veux dire, il y a très peu de médecins. Il y a un service où on est soigné par les infirmières et les aides-soignantes. On peut être hospitalisé 6 semaines et voir le médecin 1 fois par semaine, qui est même pas spécialisé sur les troubles bipolaires. Je veux dire, c'est des usines à nous calmer, à nous mettre des camisoles chimiques, à nous faire entrer dans des dépressions profondes. Et derrière, il y a des CMP qui jouent, des centres médico-psychologiques, qui jouent le relais de l'hôpital en hôpital de jour, pour vous influer des piqûres à effet retard. Alors, il y a ça aussi, c'est très difficile. La situation des hôpitaux, elle est très difficile. Très difficile pour tout le monde. Et dans le privé, il y a très peu de psychiatres spécialisés en troubles de l'humeur et en troubles bipolaires. On manque de psychiatres en France, sauf à Paris. À Paris, il y a une concentration de psychiatres, mais sinon, effectivement... Peut-être que la concentration des malades mentaux est plus importante. Je sais pas. Mais alors, c'est vrai que dans les centres médico-psychologiques, il manque aussi de psychiatres. Vous parliez, Dominique Guillot, hors antenne, d'une association, enfin d'une fondation fondamentale. Voilà, la fondation fondamentale. Tout à fait. Alors, cette fondation, en fait, est une fondation de recherche scientifique, mais qui a mis en place en France des centres experts pour 4 pathologies, pour les troubles bipolaires, les troubles schizophrènes, les troubles du spectre autistique et la dépression résistante. Et ces centres, pour nous, sont très importants parce que, concernant les personnes qui ont un trouble bipolaire, en fait, pendant 2 jours, ils vont avoir tout un tas d'examens et ça va permettre de confirmer ou d'infirmer un diagnostic et puis d'ajuster le traitement, quoi. Donc là, il y a un risque qui pèse sur ces centres en ce moment, qui ne seront peut-être pas financés. Voilà, ils sont financés par qui, là? Alors, c'est par l'État. Par l'État, donc, il y a également... Et il y a économie, c'est ça, oui. Il y a une réorganisation, donc nous, on a peur que ces centres experts disparaissent, et pour nous, ils sont vraiment très importants dans le parcours de soins, parce qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de faire appel à eux. Et puis surtout aussi, ce sont des centres de recherche, quoi, et qui font de l'innovation dans le domaine de la psychiatrie, et avec des résultats très intéressants. En fait, effectivement, comme toujours, il y a ce problème, ce problème de financement, ce problème de pas de subvention, parce que c'est extrêmement nécessaire. Et on connaît le problème de la santé en France et des hôpitaux, malheureusement. Enfin, alors qu'on était le meilleur système de santé du monde en ce moment, on est en ballottage, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais pour revenir en fait, parce que juste pour vous dire, si des gens veulent s'adresser à l'Argos, à Argos 2001, comment ils font? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet qui est argos2001.net. Argos2001.net. Là, vous trouverez toutes les informations, donc toutes les activités que nous dispensons sur le territoire. D'accord, oui. Et nous avons, je l'ai pas dit encore aussi, je crois, nous avons une ligne d'écoute téléphonique nationale. Quel numéro? Important. Vous le connaissez? Alors là, je l'ai pas en tête. Alors attendez, je vais le donner. Où est-ce qu'il a? Vous avez des antennes. Non, mais le national, c'est ça? Allez-y, Émilie. C'est quel numéro? La permanence téléphonique nationale, c'est le 01 46 28 01 03. 01 46 28 01 03. Voilà, pour si effectivement vous avez envie, pour vous, l'un de proche de suivre ça, allez-y. François Lejeune, dans votre tête de bipolaire aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, vous en êtes où? Encore mieux. Encore mieux. Mais pas trop heureux, faut jamais être trop heureux. Mais encore mieux, c'est vrai que il y a la thérapie du livre, il y a le fait de pouvoir en parler. Moi, je sais qu'Argos fait des prises de parole avec les malades, et
moi, un petit peu l'avenir, c'est de donner un petit peu du courage et de l'espoir aux malades qui s'en sont pas sortis. Je crois qu'on on en a parlé un peu. Ça, c'est un peu l'avenir. Et puis, c'est la suite des choses. C'est continuer à être heureux en famille, dans mon travail. Et voilà, avoir la santé, la forme. Je suis vieux maintenant, André, 57 ans. Mais non. Et Émilie, vous êtes heureuse aujourd'hui? Je suis bien dans ma vie, ouais. Vous êtes bien dans votre vie. Ouais. Bon, écoutez, c'est l'essentiel. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous donnez un message. C'est vraiment quelque chose qui peut atteindre, et vous, comme vous dites, au suicide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de... Il y a des gens qui tuent. Il y a des gens il y a des bipolaires agressifs qui deviennent psychocriminels. En fait, ce n'est pas des sautes d'humeur, c'est des montagnes russes d'humeur. C'est des toboggans d'humeur, quelque part. Submergés par l'émotion d'un côté ou de l'autre. On appelait ça psychose maniaco-dépressive. C'était le mot qui faisait peur. Et bipolaire, c'est le mot un peu plus convivial, on va dire. Un peu plus convivial. Les PMD, absolument. Ça faisait peur. Psychose maniaco-dépressive. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appréhende différemment maintenant les troubles bipolaires. C'est que maintenant, on a des preuves scientifiques comme quoi c'est une maladie physique. Au même titre que quelqu'un va être diabétique, au même titre que quelqu'un va avoir de l'hypertension. C'est pas une maladie mentale, donc c'est une maladie physique. Globale. Voilà. C'est une maladie globale. Exactement. Très intéressant parce que il faut savoir toujours dire les mots et les vrais mots. C'est un dysfonctionnement. Maladie mentale, pas seulement maladie, c'est maladie globale. Voilà. Et c'est très important. Juste une phrase, les bipolaires se cachaient pendant des années, c'était une honte, on cachait son bipolaire, on cachait son fils, etc. Il faut sortir du bois, c'est bien Nicolas. Vous êtes tous sortis du bois, voilà, vous aussi, François. À très vite et merci beaucoup, merci à vous trois. Merci à vous. Merci.